Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Sans remettre en question, il peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Résilience. Voici le maître mot de cet épisode. Et pour cause, puisqu'en février dernier, nous avons eu la chance de rencontrer une femme de cheval incroyable. Gwendolyn Fer était sur notre liste d'invités pour I Am an Equestrian depuis le jour 1. Quelle chance alors d'avoir pu, lors du Jumping International de Bourg-en-Bresse, prendre 1 heure de son temps pour échanger sur sa vie. Mais quelle vie, puisque Gwendolyn Fer est une femme multiple. Elle est d'abord cavalière, émérite, et qui a su faire sa place dans le concours complet de haut niveau. Pour gagner ce rôle, elle a fait preuve de travail, d'acharnement et de rigueur. Elle a tenu bon contre vents et marées, aux difficultés et aux sacrifices demandés par ce sport, pour lequel elle se battra toujours, mais qui, on le sait, est ô combien éprouvant. Mais elle n'est pas qu'une cavalière, Gwendolyn Fer est une femme qui a partagé avec nous et une immense générosité sa vie intime, ses malheurs, ses envies, ses rêves. Et parmi ses rêves, il y a bien sûr celui d'être mère. Après avoir perdu sa fille Charlie à la naissance, il lui a fallu trouver le courage de se battre pour retrouver goût à la vie et imaginer pouvoir, à nouveau, fonder une famille. Vous n'imaginez donc pas comme nous avons été heureuses, Lorlaï et moi, d'apprendre la nouvelle grossesse de Gwendolyn, qui va pouvoir profiter pleinement de ces moments de bonheur avant de retrouver ensuite le chemin du haut niveau pour qui sait. Peut-être Los Angeles en 2028 ? Comme chaque printemps, nous autres cavaliers et propriétaires avons un programme chargé. On a entamé notre saison de compétition, on va devoir jongler entre entraînement, concours, performance, récupération, parfois même entre sport et reproduction. Il y a aussi nos bébés et nos jeunes chevaux qui débutent leur carrière sportive, il y a nos juments qui deviennent ou vont devenir mamans, sans oublier nos blessés qu'il faut soigner, remettre sur pied. Alors au quotidien, nous pouvons faire confiance aux produits de la gamme Haute-Var. Le laboratoire Haute-Var est le seul laboratoire pharmaceutique européen uniquement dédié au bien-être, à la santé et à la performance du cheval. En partenariat avec les vétérinaires, Haute-Var propose des solutions pour accompagner le cheval tout au long de sa vie, à travers une prise en charge globale de sa santé, pour prévenir les affections, optimiser son bien-être, mais aussi accompagner ses performances. Depuis près de 40 ans, Haute-Var met à disposition des vétérinaires une gamme très complète de solutions, des médicaments, des compléments alimentaires et des soins externes, qui répondent aux besoins de tous les chevaux en favorisant leur locomotion, leur digestion, leur respiration ou encore leur récupération. L'une des dernières innovations en date est Kiflex Tendon Evo, un complément alimentaire offrant une triple protection des tendons et ligaments. Il s'adresse aussi bien aux chevaux de sport exposés au risque de tendinite qu'aux chevaux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour prendre soin de leurs tendons. Depuis de nombreuses années, Haute-Var accompagne Gwendolyn Fer et ses chevaux au quotidien. La cavalière bénéficie donc des conseils et des produits Haute-Var pour offrir le meilleur à ses chevaux et leur garantir une forme et une santé optimales pour la performance. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alors Gwen, je dirais que c'est quelqu'un qui a plein de personnalités. Qui ressort principalement chez elle, c'est sa résilience. Elle peut traverser des tonnes d'épreuves qui en coucheraient plus d'un et à chaque fois elle rebondit. Même dans sa carrière sportive, c'est un petit peu sa marque de fabrique, je dirais. Malheureusement, à son plus grand drame, parce qu'elle aimerait gagner tous les concours, mais c'est assez souvent, quand on regarde un peu son palmarès, qu'il y a eu des moments difficiles et des très belles victoires juste après.
Au quotidien, c'est quelqu'un qui mène de front des tonnes de choses, une grosse écurie à faire tourner, une grosse écurie aussi en termes d'élèves sur les concours, une carrière sportive que vous connaissez, des tonnes de projets qu'elle voudrait développer et que malheureusement les journées font encore que 24 heures aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui arrive à mener des tonnes de projets en même temps tout en restant une compagne très attentionnée, je dirais. C'est vrai que là-dessus, je suis très admiratif d'elle encore après toutes ces années passées à ses côtés parce que je me demande encore comment elle fait. Et quand c'est difficile, allez, 2 minutes et après on s'y remet et c'est reparti. Donc moi, je m'inspire aussi beaucoup d'elle au quotidien pour essayer de me dire, tiens, comment elle ferait Gwen dans ce moment-là. Bonjour Gwendolyn, merci d'être avec nous ici. On est dans la salle de presse de Bordeaux. Il y aura peut-être un peu de bruit autour de nous, mais peu importe. Donc en plein cœur du jumping de Bordeaux. Gwendolyn, vous avez 37 ans, vous êtes originaire de Toulouse, installée à Toulouse. On lit de vous que vous êtes née dans une famille sportive mais pas cavalière. Donc, on va en reparler. Et pourtant, vous commencez la compétition extrêmement jeune. Vous rencontrez le succès très tôt. Vous avez gagné le titre de championne de France de concours complet. D'ailleurs, dans l'ensemble des catégories, c'est-à-dire à poney en 2002, en junior en 2002 également, en jeune cavalier 2006 et puis ensuite pro élite en 2022 cette fois. Vous êtes aussi bien sûr la gagnante du CCI 5 étoiles de Pau. Vous avez participé à 3 fois au championnat d'Europe senior. Vous étiez présélectionné 2 fois pour des Olympiades. Vous avez à votre palmarès, en tout cas, vous avez à votre palmarès 6 victoires en niveau CCI 4 étoiles, 1 en CCI 5 étoiles et puis 3 victoires en Coupe des Nations de concours complet. Gwendolyn, à l'instant, on a entendu, du coup, nous, on a discuté et nos auditeurs auront entendu les mots de votre compagnon, de Maxime, qui dit de vous que peut-être l'une de vos principales qualités, ce serait d'être résiliente, que vous pouvez traverser des déserts, que vous pouvez traverser des combats qui pourraient en coucher plus d'un et que malgré tout, vous êtes toujours debout et vous continuez toujours. Est-ce que, avant de nous parler de votre histoire, avant de nous parler de l'équitation, de votre vision du concours complet, de vos enjeux, etc., est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous parler de vous, de votre personnalité, de quelle femme vous êtes ? Bonsoir du coup, merci d'avoir pensé à moi aussi pour cette interview. C'est toujours, j'écoute beaucoup vos podcasts et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve ces formats-là assez longs, ça permet de vraiment connaître un peu plus les gens. Du coup, moi, ma personne, je sais pas. Je pense que effectivement, je suis quelqu'un qui est un peu un mental d'acier de ce côté-là. C'est-à-dire que des fois, on dit que j'ai un cœur de pierre, par exemple. Il n'y a pas grand-chose qui m'abat, en fait, ou en tout cas pas très longtemps. C'est vrai que je rebondis toujours et j'ai la chance d'avoir cette faculté-là de toujours vouloir aller de l'avant. Max, c'est un peu pareil. Je pense que c'est aussi un peu le sportif peut-être qui est comme ça. C'est ça qui est aussi paradoxal parce que justement en compétition, je suis pas, c'est quand même assez connu, je suis pas celle qui a le mental le plus, je dirais, le plus froid. Et d'un autre côté, il peut m'arriver un tremblement de terre juste avant de passer. C'est sûr que j'irai toujours au front, j'irai toujours à la guerre un peu et rien ne m'abat. Oui, ça c'est vrai. Donc je pense qu'effectivement, ça c'est une de mes plus grandes qualités que je peux avoir, voilà, qui peut peut-être être un défaut aussi. Je laisse pas beaucoup passer les sentiments, je m'ouvre pas beaucoup, je peux paraître froide. Voilà, il y a d'autres choses effectivement de l'autre côté. Ouais. Merci déjà Gwendolyn pour ce que vous avez dit par rapport au podcast en commençant et puis merci d'avoir fait cette description de vous. C'est marrant, c'est parce que Maxime a résumé assez bien la chose comme vous l'avez fait. On aimerait mieux comprendre un peu qui vous êtes. Donc vous êtes originaire de Toulouse, vous êtes installé à Toulouse, vous n'êtes pas né dans une famille de cavaliers et pourtant aujourd'hui vous avez votre place dans le sport de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un peu de votre histoire ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Dans quelle famille avez-vous évolué et grandi ? Un peu les grandes étapes qui ont permis de construire ce chemin et cette trajectoire. Donc c'est vrai que je suis donc née dans une famille avec deux grands frères qui sont 8 et 10 ans de plus que moi, donc je suis la petite dernière.
On a toujours fait beaucoup de sport. Mon père faisait du rallye, mon frère aîné faisait de l'athlétisme et mon second frère faisait du judo. Donc on a toujours fait de la compétition. Donc c'est vrai que moi, suivant l'exemple de mes frères, j'ai tout de suite dit que je voulais faire de la compétition. Donc c'est vrai que je me suis tournée vers l'équitation simplement par hasard pour un loisir des mercredis après-midi à 5 ans. Et très vite, à 8 ans, j'ai dit non, je veux faire du concours. Donc à partir de là, mon père est un peu comme ça par contre, c'est-à-dire que ok, tu veux faire de la compétition, mais c'est plus du loisir, quoi. Donc à partir de là, c'était embriqué. Ils m'ont donné, mes 2 parents m'ont soutenu énormément et m'ont accompagné dans la compétition, qui a des avantages forcément, qui a des travers de l'autre côté, parce que qui dit compétition dit vraiment sport à fond, entraînement à fond, pas de copains. Mon père partait toujours du principe qu'on pouvait faire 2 choses, donc l'école et le sport. Donc voilà, ça a aussi des inconvénients, mais je pense que avec le recul, certainement, j'avais quand même un père assez difficile, mais c'est certainement ce qui m'a amené vers là aujourd'hui, quoi. Vous avez toujours fait du concours complet ou est-ce que vous avez commencé par d'autres chemins, d'autres disciplines ? Non, j'ai été dans un poney club à côté de chez moi à Toulouse qui était dans le concours complet. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné dedans et je l'ai jamais quitté. Vous avez commencé à Toulouse, vous êtes aujourd'hui encore à Toulouse. Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires ? Est-ce que vous êtes allé vous former auprès d'autres cavaliers dans d'autres écuries ? Ou est-ce que finalement vous avez réussi à construire votre carrière en gardant ce pied dans cette région qui est la vôtre ? C'est vrai que oui, j'ai été entraînée par Pascal Leroy pendant plusieurs années, qui était pas si loin il était à 1 heure de chez moi, donc ça faisait quand même un peu de route, et après, j'ai été entraînée par Bruno Bouvier, qui était quand même un grand cavalier international, qui était à Grenoble. Donc, j'y allais que pour les stages. J'y suis allée aussi un peu me former en tant que stagiaire là-bas pour apprendre un peu le métier. Mais c'est vrai qu'après, j'étais beaucoup seule chez moi. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Je pense que la progression est plus lente, mais par contre, ce qui est acquis est véritablement acquis. J'aurais peut-être pu avoir une progression plus rapide en étant encadrée différemment, mais je pense que j'ai une équitation qui est beaucoup dans le sentiment aussi, et je pense que c'est certainement dû à ça. Quand on est un peu plus seul, forcément on essaye des choses, on se trompe souvent et c'est comme ça qu'on progresse, mais j'ai pas une équitation très scolaire, je pense. Qui était Gwendolyn de 10-15 ans ? De quoi est-ce que vous rêviez ? Est-ce que finalement vous rêviez de cette vie-là que vous avez aujourd'hui, déjà à cette époque ? Pas vraiment. Non. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais finalement, d'être cavalière professionnelle, ça a plus été un choix par défaut. Okay. Quand je dis par défaut, c'est que moi, je me voyais bien faire des études, soit justement dans le marketing, la communication. J'aimais beaucoup ça. J'ai fait des études aussi un peu là-dedans, ou même me tourner complètement vers ostéopathe équin. Et puis, mon père n'en avait pas forcément décidé comme ça non plus. Et du coup, le chemin a été très vite tracé de construire une écurie et voilà. Donc après forcément, j'ai arrêté les études en master 1 parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à tout gérer. Et puis par contre, j'ai bossé pour faire grandir les écuries, les faire vivre. Et puis mon sport de haut niveau à côté, ce qui est une chose que beaucoup de cavaliers connaissent où c'est vraiment pas facile. Maintenant, de 10 à 15 ans, c'est vrai que forcément, on est quand même après, je dirais, on vit un peu un rêve quand même d'avoir une écurie. Quand on a 20 ans, c'est quand même un rêve. J'avais des étoiles plein les yeux. Je me rendais pas compte de beaucoup de difficultés non plus. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que je ferais des choses certainement différemment. Et aujourd'hui, vous vivez quand même de votre passion. Vous êtes à très haut niveau. Est-ce que cette vie, vous êtes épanoui dans cette vie, elle vous convient par rapport à ce que vous nous disiez juste avant? Vous n'avez pas de regrets ou... Non, j'ai pas de regrets aujourd'hui parce que j'arrive à trouver satisfaction de cette vie-là. J'ai toujours vécu pour la compétition, j'ai toujours vécu pour le sport de haut niveau. C'est ce qui m'a toujours me fait me lever le matin. C'est des objectifs, c'est d'avoir des objectifs de performance. C'est ça qui fait que j'ai envie de travailler tous les jours, j'ai envie de travailler mes chevaux. D'autant plus dans une nation forte comme la France, c'est-à-dire que si on laisse le train passer, c'est fini. Donc ça nous pousse vraiment à nous dépasser, ça nous pousse à travailler. Et on a quand même un confort de vie aussi. C'est sûr qu'on est tout le temps sur la route, on est tout le temps parti, mais
Mais après, on a quand même beaucoup de liberté aussi dans notre vie. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui a une vie aussi, je dirais, aussi atypique comme on peut avoir. Donc, c'est vrai que ça fait que des fois, on peut se prendre des jours de congé dans la semaine, finalement. Donc, où j'arrive complètement maintenant à m'épanouir et à comprendre aussi, malgré la vie que c'est, de retrouver vraiment du bonheur dans cette vie. Vous disiez que vous vous étiez installé tôt, vous avez créé l'écurie des Warnes, ça se prononce comme ça ? Warnes, oui, c'est faire en breton, parce que je suis bretonne d'origine, donc Gwendolen, voilà. Ok, faire en breton, j'adore. En 2009, c'était donc il y a 14 ans, si je calcule bien, vous aviez 22 ans, ouais, c'est ça, hein, c'est jeune. Est-ce que vous avez fait des erreurs ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait au début, que ce soit dans l'entraînement, dans la gestion du système, de la structure, que vous avez dû faire évoluer parce que ça ne marchait pas ou parce que tout simplement c'était une erreur et que vous ne referiez pas si vous deviez vous réinstaller de nouveau et repartir à zéro comme vous l'aviez fait ? Oui, bien sûr, parce que effectivement, donc les écuries ont ouvert en 2009, le projet a démarré 2 ans auparavant. C'est vrai que si je devais refaire aujourd'hui, j'aurais pas vu si grand, c'est-à-dire que c'est une très grosse écurie quand même où on a 45-50 chevaux, donc là j'ai quand même bien diminué, mais ça m'a amené à réfléchir à comment faire rentrer du chiffre d'affaires différemment aussi, parce que il y a quand même les crédits tous les mois qui sont là, il faut arriver à payer les saisons sportives, il faut pouvoir gérer tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui j'aurais fait différemment, peut-être un peu plus petit, qui me permettent un peu plus de souffler tous les mois et de pas être à flux tendu tous les mois, c'est vrai que ça met beaucoup de pression aussi supplémentaire. Ça met de la pression aussi sur les résultats sportifs parce que c'est aussi ça qui découle du chiffre d'affaires au niveau des écuries. Donc, je pense que j'aurais vu les choses différemment et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir les choses différemment. J'ai quand même beaucoup de chance. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. À un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Le sport de haut niveau, faut arrêter parce que c'est ce qui coûte de l'argent aussi, finalement, quand on regarde, ne serait-ce que les engagements, les transports, d'avoir le personnel qui est là aussi, parce que je dois avoir une groom, je dois avoir une cavalière maison, des choses que j'aurais pas forcément si je faisais plus de sport de haut niveau, si j'avais que des élèves à coacher. Donc, ça demande beaucoup quand même de contraintes aussi. Donc, à un moment, j'ai dit stop. Enfin, là, il faut s'arrêter. Mon frère aîné qui est très présent dans ma vie, qui est propriétaire de Romantique et d'autres chevaux, qui m'a énormément aidé sur la gestion financière justement, sur la recherche de partenaires, etc. Je me rappelle encore lui envoyer tout un mail parce que comme je suis quand même quelqu'un qui parle pas ou qui j'ai du mal à parler, donc je l'avais fait par mail. Et un mois avant Pau, en 2017, je lui avais dit là maintenant ça suffit. J'en peux plus, j'arrête. Et je lui ai dit, j'arrête tout, j'arrête le haut niveau, c'est bon. Il y a des moments, j'arrivais pas à monter comme je voulais, j'arrivais pas à m'entraîner comme je voulais, parce que des fois, c'est aussi l'entretien, c'est des clôtures à réparer, c'est des choses comme ça. Donc, j'avais dit, j'en peux plus. Et mon frère m'avait dit, écoute, laisse passer Pau et on en reparle après Pau. J'ai gagné Pau. Et là, ça a changé. Ça change tout. Ça a changé énormément de choses. Ça a changé énormément de choses parce que lui, il a pu aller chercher des partenaires financiers. Ça a fait changer énormément de choses. Ça m'a donné un vrai soutien financier aussi qui a fait que du coup, mes saisons sportives n'étaient plus les mêmes derrière. Ça a effectivement changé énormément de choses et j'ai passé un cap, ouais. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit là dans cette réponse et sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais je voudrais continuer quand même là-dedans. Et vous dites donc que ça a changé beaucoup de choses. Vous avez mis un système en place qui est très important. Et en effet, vous avez dit votre écurie, elle est grosse. Enfin, c'est une grosse écurie. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette décision d'avoir créé un sport-études et puis de l'avoir arrêté parce que c'est vrai que vous avez dit aussi dans une interview récemment que vous avez réorganisé votre système, réorganisé votre structure. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça et des piliers sur lesquels est fondée votre écurie ? C'est vrai que du coup, au niveau de mon système économique, j'ai une écurie de propriétaires. Du coup, il y a une trentaine de propriétaires avec des élèves. J'ai à peu près une quinzaine de propriétaires qui sortent en compétition en complet. Ce qui est énorme déjà. Niveau amateur et pro. Donc de l'amateur 4 au 4 étoiles. J'ai accompagné des jeunes
au championnat d'Europe junior et jeunes cavaliers aussi. J'aime ça aussi, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup accompagner les projets sportifs aussi sur justement des échéances européennes, comme ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un des piliers de mon système économique. Après il y a la valorisation, le commerce de chevaux et mon troisième pilier c'est effectivement mes partenaires qui sont énormément présents pour moi et qui me permet de financer toutes mes saisons et qui sont un vrai levier dans mon système en fait économique, des partenaires qui m'ont permis d'avoir justement de pouvoir financer le salaire d'un groom à l'année, des choses comme ça qui sont quand même importants et qui soulagent en fait, qui nous mettent quand même un peu moins de pression quotidienne. Donc après ma décision d'arrêter le sport-études, c'était simplement que mon organisation était pas assez étoffée, enfin mon staff, tout ça n'était pas assez étoffé pour pouvoir faire ça vraiment très correctement, parce qu'il fallait gérer aussi les transports, fallait gérer un peu tout ça, et ça c'est vrai que c'était ça le plus compliqué à gérer, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Mais voilà, il y en a qui sont présents aux écuries pour des projets sportifs, mais pas forcément dans un projet sport-études à proprement parler. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de cette discipline du concours complet ? Est-ce que c'est plus difficile que pour d'autres disciplines d'après vous ? Oui, je pense que par rapport au CSO, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'on voit beaucoup de cavaliers de complet qui derrière partent en CSO parce que c'est plus facile, tout simplement. Il y a moins de trajets à faire, il y a des concours qui sont plus proches, on peut en faire plus régulièrement, il y a une clientèle forcément en CSO qui est beaucoup plus importante qu'en complet. Donc oui, c'est sûr qu'on a envie d'aller vers le saut d'obstacle. Après, c'est vrai que c'est pas mon truc. J'aimerais vraiment rester dans le concours complet. C'est vrai que la fédération fait appel à moi en ce moment pour venir sur des stages pour les jeunes en CSO, mais sur la partie dressage, et ça me plaît aussi par exemple. Mais après, me tourner que vers ça, me réorienter que vers le CSO, je pense que je le ferai pas. C'est intéressant de faire intervenir un complétiste pour le dressage. Est-ce que c'est en lien avec le fait que justement vous avez cette orientation du cheval de dressage, mais qui va aller sauter derrière ? Je pense très certainement. Ils font pas appel que à des cavaliers de dressage, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même dans l'équipe qu'ils ont montée là des cavaliers, des entraîneurs de dressage qui sont en concours complet. Donc je pense qu'on peut apporter aussi une façon différente. Moi je sais que quand je les ai, les jeunes, je cherche pas à faire du dressage non plus. Je leur apprends évidemment des bases qu'ils ont besoin, des mouvements latéraux, des sessions à la jambe, des épaules en dents, que je pense que c'est essentiel même dans l'assouplissement des chevaux, mais aussi après au galop, je vais essayer de les faire travailler sur des choses qui peuvent leur apporter en parcours. Voilà, ne serait-ce que effectivement l'équilibre, les variations d'allure, des choses comme ça. Mais j'essaye toujours de me mettre aussi à la place de ce qu'ils font en parcours, et ça me fait même réfléchir sur le travail avec mes propres élèves et avec mes propres chevaux. Donc c'est ça qui est chouette en fait, de toujours continuer je trouve, de se former et également de former les autres. Ça nous oblige à vraiment se remettre en question. Enfin en tout cas moi, ça me remet en question, ça me fait réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire, donc c'est intéressant. Vous avez donc eu ce sport-études, vous avez vos cavaliers dans votre écurie de propriétaire, vous entraînez au niveau de la fédération. Vous semblez aimer transmettre, en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours passionné, quelque chose que vous avez toujours aimé, ou est-ce qu'à la base, ça a été une obligation financière, entre guillemets, et puis vous y avez pris goût, ou comment vous êtes par rapport à ça ? Oui, je pense qu'au début, c'est une obligation financière parce qu'effectivement, encore une fois, j'avais quand même une entreprise à faire tourner. Donc, je ne me suis jamais lancée. C'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres cavaliers, je pense que je suis une des seules qui a vraiment cette grosse multicasquette. Souvent, on est plus soit dans la valorisation des chevaux, le commerce, soit on n'a que des clients, mais souvent on n'a pas tout en faisant aussi le haut niveau, quoi. Donc c'est vrai que des fois c'était un peu compliqué à gérer quand il y a des concours où je courais partout avec de nombreux élèves, les chevaux de haut niveau, etc. Mais au fil des années, c'est vrai que j'ai appris à aimer transmettre, et c'est vrai que j'aime ça, et puis c'est une façon différente de vibrer, et quand j'ai des élèves même sur des petites épreuves qui se transcendent et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes avec des résultats, c'est tout aussi sympa que des grosses épreuves aussi, quoi.
C'est une question qu'on posait souvent au début du podcast et qu'on pose beaucoup moins aujourd'hui, mais je trouve que ça va bien un peu dans le fil de ce que vous êtes en train de dire. D'après vous, c'est quoi les valeurs en fait qu'on peut transmettre par le biais du cheval à des enfants, des jeunes adultes, etc. Qu'est-ce que le cheval transmet d'après vous? Je pense que le cheval transmet, à mon avis, comment ça s'appelle, de réfléchir quand même, de beaucoup réfléchir pour essayer de s'adapter à chaque cheval, parce que on va pas tous les monter de la même façon, donc à le comprendre, à réfléchir. Donc c'est toujours cette remise en question, je dirais, pour vraiment faire le meilleur, donner le meilleur à son cheval. Après, forcément, je trouve que la compétition est quelque chose de formidable quand même dans l'apprentissage de la vie, je dirais. Ça amène quand même beaucoup de valeurs. C'est pour ça aussi que beaucoup d'entreprises cherchent aussi les profils un peu de sportifs en compétition comme ça. C'est vrai que ça amène beaucoup de valeurs. Je trouve que par contre, ce qui se perd aujourd'hui, c'est plus les hommes de chevaux, je dirais. Enfin, quand je dis hommes de chevaux, je parle en généralité, femmes ou hommes, évidemment. Et c'est ce que j'ai du mal aussi des fois avec certains de mes élèves, ou que j'ai pu avoir du mal. C'est que le cheval objet, pour moi, c'est vraiment pas possible. Moi, j'ai été à l'école de Bruno Bouvier et ça n'existait pas, quoi. C'était vraiment prendre soin de son cheval et de son matériel. Et ça, je trouve que ça se perd un peu quand même. Vous m'avez un peu devancé, mais justement, c'est hyper intéressant. J'allais à l'instant vous poser cette question-là. Comment, quand on est coach, entraîneur, formateur, comment est-ce qu'on forme un homme de cheval? Comment est-ce qu'on transforme un petit cavalier en un homme ou une femme de cheval? C'est compliqué de nos jours. Je trouve vraiment que c'est compliqué, et c'est toujours arriver à jongler et à pas être trop dur non plus, et à laisser passer des choses. C'est vrai que je peux être quelqu'un de dur, hein, ça c'est sûr aussi, mais du coup c'est arriver à jongler, et là-dessus je laisse pas passer beaucoup de choses. Alors j'essaye de vraiment faire comprendre et de faire les soins, de sortir son cheval en concours. Enfin, on laisse pas au box 23h/24. On va le faire brouter, on s'en occupe. Derrière, il y a tous les soins à faire. Après un cross, on le fait marcher, on fait les soins, on le brosse, et à la maison quotidiennement aussi. Et l'entretien de son matériel, et l'entretien du box de son cheval. Enfin, c'est des choses que je trouve qu'aujourd'hui sont plus difficiles à transmettre. Et des fois, je me heurte un peu aux cavaliers et aux parents. C'est ce que j'allais dire. Je suis désolée de le dire, mais oui. Et voilà, je crois d'ailleurs que ça se retrouve dans les poney clubs, où on entend beaucoup. Moi, quand j'étais gamine, je passais mes journées entières au poney club, à être avec les chevaux. Nous aussi. Voilà, et apparemment, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. J'ai pas de centre équestre, j'ai pas de poney club, mais j'ai quand même beaucoup qui le disent, qui vont juste monter leur heure d'équitation et partent ensuite. Voilà, et c'est vrai que ça, j'aimerais vraiment qu'on arrive à le retransmettre. J'essaye de le dire et tout, mais c'est pas facile. On parle souvent de ça dans les podcasts, que oui, la génération qui arrive, et puis les jeunes aujourd'hui n'ont plus tout à fait les mêmes valeurs, entre guillemets. En tout cas, ça évolue beaucoup. Souvent, on revient finalement à une question d'éducation de la part des enseignants, de la fédération, etc. Alors, sans pointer du doigt personne, évidemment, mais je veux dire, il y a un vrai système qui n'est plus le même aussi aujourd'hui, et ça vient pas forcément que de la personnalité des enfants. Oui. Voilà. La vidéo qu'on a publiée, qui a fait le plus de partages, le plus de vues, le plus d'impressions, c'est Nelson Pessoa, tout simplement, qui disait... Le système sportif actuel des sports équestres forme de très bons cavaliers, de très bons techniciens, de très bons performeurs, mais pas beaucoup d'hommes de chevaux. Ouais, c'est exactement ce que je retrouve aujourd'hui. C'est exactement ce que je retrouve aujourd'hui, et ce que je trouve on a vraiment du mal à faire passer. Alors que je pense, et je parle vraiment pour mon sport, parce que ça peut être vite réducteur sinon, mais en plus, en concours complet, je pense qu'on a vraiment besoin de créer un lien avec le cheval. Et que par rapport au cross, par rapport à tout, on a vraiment besoin de ce lien créé. Et que ça passe aussi par tout ce qu'on fait à côté avec son cheval, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont tout de suite des grooms, des chevaux comme ça. C'était déjà pas le cas à mon époque. Alors bon, je parle de ça, mais c'était mine de rien, il y a quand même presque 20 ans. C'est vrai, déjà, on s'occupait vraiment de son cheval. On était là, et puis s'il fallait se lever à 6h du matin pour aller nourrir, on se levait à 6h du matin pour aller nourrir. Il y a quand même tout ça qui, je pense, est important pour créer du lien et pour vraiment performer aussi quand même.
Vous avez été la première femme française à remporter un CCI 5 étoiles en 2017, donc à Pau. Plus aucune femme n'a représenté la France en concours complet depuis Marie-Christine Duroy de Laurière en 1996 à Atlanta. Est-ce que être une femme dans les sports équestres et plus précisément dans le concours complet, ça a pu, à un moment donné, être compliqué pour vous, ou alors vous n'avez jamais ressenti la différence ? Clairement, sportivement, j'ai jamais senti la différence, étant donné qu'on voit d'ailleurs que la championne olympique, une championne d'Europe et championne du monde sont toutes des femmes étrangères, mais ce sont toutes des femmes. En France, on a ce gros problème-là où effectivement, depuis Marie-Christine, je suis la seule femme qui... Effectivement, il y a des jeunes qui arrivent là, mais clairement, ça doit faire 10 ans, 15 ans que je suis presque toute seule. Je suis effectivement la première femme française à avoir gagné un 5 étoiles, mais aussi un 4 étoiles long et un 4 étoiles court. Marie-Christine a des gros résultats aussi, mais celui-là, c'est moi, du coup. Mais voilà, c'est vrai que, du coup, forcément, ce qui me tient à cœur, c'est de faire mieux que Marie-Christine de Laurière. Et bon, il me reste encore quelques marches aussi à gravir par rapport au JO, par exemple. Mais... non, j'ai jamais senti de différence. Je pense qu'on a des chevaux qui s'adaptent très bien aux femmes, des chevaux qui s'adaptent très bien aux hommes. Clairement, jusqu'à aujourd'hui, je dirais que j'ai senti clairement aucune différence sportivement. Je pense que effectivement, l'autre point qui se présente là, à l'âge que j'ai, par rapport à mon histoire, c'est effectivement tout ce qui est maternité dans un sport mixte et maternité et sportive où je me rends compte. Mais bien avant ça, quand j'y pensais pas, clairement, j'avais aucune différence entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est plus un phénomène de société française que de cavalière, je dirais. Vous avez hésité quand vous avez eu l'envie avec votre compagnon d'essayer d'avoir un enfant, de tomber enceinte. Vous avez hésité à mettre votre carrière un peu en pause, de côté, à peut-être prendre le risque aussi de perdre potentiellement vos partenaires, de perdre votre place dans l'équipe, entre guillemets, même si, évidemment, une place dans l'équipe, c'est quelque chose que l'on acquiert à l'instant T, avec un cheval, avec des résultats, mais quelque part, quand on n'est pas là, on nous attend pas, et l'équipe fait rentrer quelqu'un d'autre. Ça a été une réflexion pour vous ou pas vraiment ? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus on est dans une équipe de France qui est forte, c'est-à-dire que si on laisse le train passer, c'est fini. Et donc pour moi, c'était... tous les ans, je disais non, c'est pas le moment. Je voyais les années tourner et là j'ai dit bon ben là, à un moment donné, faut y aller. Mais pour moi, c'était parce que j'ai toujours eu ce désir d'enfant, mais c'était pas une priorité, je dirais. Pour moi, c'était vraiment ma carrière sportive la priorité. Et pour moi, je m'étais dit bon ben je fais un enfant, je le décide à telle date, ça doit rentrer dans un planning de concours et je m'arrêterai que tant de mois et voilà. Sauf que en fait. La réalité, la vie, c'est pas du tout comme ça. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez difficile même à accepter. Après plusieurs fausses couches, après le décès de Charlie, après tout ça, c'est vrai que du coup, effectivement, je vois la vie différemment aujourd'hui. Mais l'acceptation de devoir mettre sa carrière un peu de côté, c'est quand même quelque chose de très difficile pour moi et très difficile aujourd'hui encore. Et de me dire aussi que les autres, ils continuent, que les mecs, ils n'ont pas ce problème-là, finalement. Ça, c'est quelque chose de difficile et qui m'est vraiment difficile à accepter, ouais. Je vais parler de ce sujet parce que vous nous avez complètement autorisé à le faire et vous nous avez dit en off que voilà, vous étiez totalement confortable avec ça. On connaît votre histoire et ceux qui ne la connaissent pas, j'inviterai nos auditeurs à peut-être aller faire un tour sur votre compte Instagram et vous suivre et suivre un peu plus la cavalière que vous êtes et la femme que vous êtes. Vous avez fait preuve dans votre vie d'énormément de résilience. On en parlait au début, on en parlait avec votre conjoint. Il y a eu des moments très difficiles. Celui-ci en fait partie. Comment est-ce qu'on se relève de ces moments-là ? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette force de caractère finalement qui vous a permis de poursuivre finalement et de continuer à vous battre aussi contre tout ce qui a pu vous arriver dans la vie ? C'est vrai que j'ai eu quand même pas mal d'épreuves comme ça un peu dans ma carrière sportive, à gérer aux écuries et à ne devoir pas laisser le sport de côté. J'avoue quand même qu'il ne m'est jamais arrivé quelque chose d'aussi difficile que donc, le décès de ma fille à sa naissance. Comment on se relève de ça ? Je pense que j'ai pas
je peux pas vraiment dire, mais c'est vrai qu'on a un tempérament où on est repartis tous les deux. Une semaine après, j'étais en train de donner mes cours, j'étais dans ma carrière parce que j'ai ce besoin-là aussi de bouger, de m'occuper, que mon esprit vraiment il s'occupe aussi, quoi. Rester enfermé chez moi, c'était quelque chose de pas possible. Max est reparti aussi tout de suite aux affaires parce que c'est vrai que on oublie souvent aussi le côté papa, on pense souvent à la maman, mais le papa est quand même là aussi, a quand même vécu cette chose terrible également. Après, c'est vrai que comment on s'en remet, forcément, hein, c'est pas été tout rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Au début, on part tout feu, tout flamme parce qu'il faut avancer. Je pense qu'il faut se donner un truc pour avancer. Donc, je suis repartie pleine balle en concours. Et puis, arrivé au mois de mai, là, j'ai pris une bonne claque dans la gueule où je parlais tout à l'heure que je suis quand même quelqu'un de dur, je suis quelqu'un qui m'ouvre pas et que là, je me retrouvais... plein milieu d'un cross à m'arrêter et à pleurer tout ce que je pouvais. C'est des choses, déjà pleurer devant des gens, c'était pas possible pour moi. Enfin, c'est m'ouvrir comme ça a été très difficile pour moi aussi à accepter. Et derrière ça, j'ai dit, bon là, on a eu quand même un entourage très 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 proche qui nous ont énormément entourés. Et c'est vrai que là, ils m'ont dit, Gwen, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te fasses aider. C'est normal que tu craques et tout. Mais donc, je me suis fait aider par une hypnothérapeute spécialisée dans le deuil périnatal qui m'a énormément aidée. Et qui du coup m'a énormément aidée, m'a fait comprendre aussi certains mécanismes du cerveau. C'est vrai qu'après, pareil, j'ai voulu repartir, il fallait que j'avance, il fallait que je sois performante, c'était ma bouée de sauvetage en fait, je pense, de repartir sur la compétition. Et je faisais des erreurs que je comprenais pas en fait. Je faisais des erreurs en concours qui m'arrivaient pas. Moi, si vraiment il y a une chose qui me caractérise, c'est que je pense que je suis vraiment une femme de cross. Je suis quand même quelqu'un qui part, c'est ça, qui part à la guerre. J'ai toujours été très performante sur ce test-là et là, je faisais des fautes, mais j'arrivais pas à comprendre. Et on m'a aidé aussi à comprendre qu'à un moment donné, le cerveau, il pouvait pas tout faire. Il pouvait pas être concentré sur mon sport. Il pouvait pas être concentré sur réparer, faire son deuil. C'est des choses qui, pour moi, j'ai du mal à l'entendre, j'ai du mal à l'accepter, mais j'ai été bien obligée de le faire. C'est vrai que derrière ça, il nous est arrivé un autre souci aussi parce que effectivement, j'ai dû, je le dis assez ouvertement, mais j'ai dû avorter pour un petit bébé qui était trisomique. Donc ça, c'était fin septembre. Donc c'est vrai que ça a été une année quand même très compliquée et du coup, accepter tout ça, accepter que le cerveau, à un moment donné, il marche pas comme on a envie qu'il marche, quoi, et que même si on met toute la volonté, si on veut avancer, il y a un moment, il faut lâcher prise aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté ma saison plus tôt, que là j'ai dit bon là il faut que je m'arrête un coup, il faut que je pose les valises, que je change des choses, et que j'ai décidé de effectivement réduire mon piquet de chevaux et de changer des choses aux écuries. Oui. Justement, comment est-ce que vous avez abordé l'après, ces changements qui vous sont apparus en fait peut-être plus essentiels et plus indispensables que ce que vous pensiez auparavant, ou peut-être qui sont devenus essentiels et indispensables parce que votre vie a changé? Qu'est-ce que vous voulez maintenant et comment vous voyez votre carrière? J'ai décidé c'est vrai, un peu de m'autoriser une pause finalement dans ma carrière. Je ne suis pas en train de dire que j'arrête, hein, loin de là. Mais c'est vrai que j'ai souhaité changer des choses parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus, je montais énormément de chevaux, j'avais une vingtaine de chevaux que je sortais en concours. Ça faisait des grosses journées aux écuries, des grosses journées en concours avec énormément de chevaux à monter. Et physiquement, j'y arrivais moins, peut-être parce que mon cerveau y arrivait moins aussi. J'avais plus cette motivation en fait que j'ai pu avoir. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, il faut que je réoriente les choses aussi. C'est vrai qu'on est toujours en train de penser à l'aspect financier, finalement. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que j'en montais beaucoup. Mais là, je me suis dit qu'il valait mieux que j'essaye de réfléchir à pas un autre système économique, mais en tout cas, changer certaines choses pour me permettre de monter moins de chevaux et de prendre plus de plaisir et de effectivement changer certaines priorités. Donc, même si j'ai encore du mal à me dire, bon, ben là... il faut peut-être prendre des jours off, des choses comme ça. J'essaye vraiment d'y penser un peu plus et de prioriser un peu plus les choses que
oui, il n'y a pas que la carrière sportive dans la vie et que on a des choses à vivre aussi à côté. C'est aussi pour ça que j'ai envie de changer des choses, mais ça n'empêche que j'ai besoin un peu de prendre du recul sur le sport parce que cette envie de maternité est maintenant très présente et que clairement mon cerveau ne pense qu'à ça. Et donc pareil, on m'a fait comprendre qu'à un moment donné, le cerveau il pouvait pas penser à tout en fait. Donc pour moi, c'était avant, j'arrivais toujours à faire les deux et puis le projet sportif était bien plus important. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas le cas. Je vais avoir 38 ans demain. Oui, c'est vrai, c'est ce que Michel Asseray vient de m'écrire. Du coup, il y a un moment aussi, il faut que je prenne des décisions. Donc, j'ai envie de me consacrer à ça cette année, à enfin avoir un enfant et repartir de plus belle en 2025. Je sais que j'ai des chevaux derrière pour repartir sur l'Olympiade de 2028 et du coup, me focaliser là-dessus, mais m'octroyer un moment de souffler un peu, ouais. En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Vraiment, voilà, on espère que votre projet de maternité ira au bout et qu'on vous retrouvera en 2028 à haut niveau. Justement, en parlant d'Olympiade, là encore, je change radicalement de sujet. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que le concours complet est mis à rude épreuve ces dernières années, avec notamment des événements, là encore, tragique avec le décès de Thaïs. L'accident, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que l'accident qui a secoué aussi le monde du complet français, c'est l'accident de Zazil. Vous aviez dit dans une interview en 2020 de Grand Prix, vous aviez dit « Je défendrai toujours le concours complet parce qu'il mérite qu'on se batte pour lui » et que vous refusiez de considérer ces accidents comme une fatalité. Aujourd'hui, en 2024, 4 ans plus tard, quel regard est-ce que vous portez sur ces problématiques qu'on connaît, qui est la sécurité dans le concours complet, ces accidents qui existent, dont on parle beaucoup, et puis de l'avenir potentiel du concours complet? Je ne changerai pas ce que j'ai dit en 2020. Je me battrai toujours pour le concours complet parce que c'est une discipline qui est quand même formidable et qui, en plus effectivement d'être difficile, ça montre aussi tout le lien, je pense, et la complicité qu'on peut avoir avec nos chevaux. L'adrénaline qu'on peut avoir sur le cross est quand même quelque chose d'exceptionnel aussi, ce qu'on peut vivre avec nos chevaux. Maintenant, bien sûr qu'il faut chercher toujours à évoluer, il faut toujours chercher à améliorer la sécurité. Je pense que le concours complet est conscient de tout ça et justement améliore la sécurité vraiment dans le sens où on a de plus en plus d'obstacles à système MIMS. Je pense que c'est au début ça nous a tous fait un peu peur, mais aujourd'hui c'est vraiment bien ancré finalement dans les crosses et je pense que c'est très bien. Je pense que ça peut sauver certaines chutes. Il faut toujours chercher à s'améliorer, à augmenter les protections aussi sur nous dans la recherche et le développement, mais aussi effectivement sur les obstacles. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur les qualifications des couples aussi. C'est des choses où il faut qu'on fasse attention aussi parce que souvent, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai été comme ça, c'est-à-dire que ce côté un peu tout feu tout flamme, ce côté un peu warrior, qui a peur de rien, j'étais comme ça quand j'étais jeune, clairement. Donc que rien pouvait nous arriver. Donc j'ai fait des grosses chutes aussi sans heureusement sans rien de grave. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis que j'ai été vraiment conne, c'est clair. Mais c'est pour ça que je pense que ça passe aussi dans la pédagogie, dans l'éducation des jeunes cavaliers. Et il faut aussi arriver à pointer du doigt tout ça, que aussi, par exemple, la vitesse, c'est pas que rentrer à l'heure, c'est pas la première chose à penser. Tout ça fait partie aussi de l'éducation, donc je pense qu'il faut former vraiment les cavaliers à ça, qui nous écoutent aussi, et ça passe aussi par là, je pense, l'avenir du complet. J'ai eu la chance à plusieurs reprises d'être à Pau et de pouvoir marcher le cross cette année, notamment avec Michel Asseray qui m'a aidé à faire la reconnaissance, c'était super intéressant, mais aussi à badminton, c'était il y a 2 ans, 2022, et j'avais vraiment été marquée par le cross de badminton, plus que par Pau, je pense. J'ai trouvé ça extrêmement impressionnant, j'ai trouvé ça angoissant, vraiment. À quoi on pense quand on se lance sur un parcours comme le parcours de badminton notamment? Comment est-ce qu'on peut
partir au galop et aller sauter ce parcours sans avoir peur. Est-ce que la peur, vous la ressentez? Est-ce que vous arrivez à la canaliser? Est-ce qu'elle se transforme? Ou est-ce que, elle existe encore? Moi, le parcours qui m'a le plus impressionné, c'est Burley. C'est la seule fois où je suis partie un peu avec la boule au ventre. Et c'était en 2012 avec Léria Duterre. Et où je suis partie avec un peu la boule au ventre. Et là, j'ai monté le premier quart du parcours, je dirais jusqu'au 10. C'était pas bien. Et là, je me suis dit, soit tu te mets un coup de pied au cul, ou soit tu t'arrêtes parce que là, tu vas pas aller au bout. Donc après, je me suis réveillée et j'y suis allée. Je finis sans faute. Je prends un peu de temps, mais finalement, c'était une expérience énorme. Après, j'estime que si on part avec cette boule au ventre, et je pense qu'il faut faire attention. Faut oser dire, là, j'ai peur et j'ai pas envie d'y aller. Je pense que, clairement, moi, quand j'ai la boule au ventre, c'est parce que j'ai la peur de mal faire, j'ai la peur de prendre un refus, j'ai la peur de ne pas avoir ma performance que j'attends au bout. J'ai jamais peur je crains pas la chute. Je fais attention, évidemment, je suis beaucoup plus réfléchie que quand j'avais 20 ans, mais clairement, je vais des fois remettre la main pour, tant pis si je perds une seconde, mais pour sécuriser un abord. Mais je pars jamais avec la peur de me dire de tomber. Ça m'est arrivé peut-être avec 1 ou 2 chevaux, où là j'ai dit il faut arrêter de les monter, c'est parce que justement c'est pas possible. Mais sur les gros parcours, non. Cette boule au ventre, c'est la boule au ventre de rater sa performance sportive, quoi. Je vais rebondir sur un mot de Maxime Livio qu'on a eu cet après-midi. On a enregistré une table ronde en vue des Jeux de Paris 2024 qui sera disponible à l'heure à laquelle je vous parle. Maxime qui disait sur cette question de sécurité justement que oui, on mettait en place des obstacles mobiles. Oui, c'était une bonne chose, mais que d'après lui, c'était aussi... ça devenait problématique parce que les chefs de piste, du coup... mettaient des difficultés supplémentaires avec des obstacles mobiles et qui fait que le niveau du cross augmente encore et peut malheureusement créer encore des accidents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que des fois, on peut se retrouver avec des combinaisons en parcours ou des obstacles où ils se servent du prétexte du MIMS pour se dire on peut placer ça là ou à tel endroit. Et alors que le MIMS c'est plus là pour sécuriser et non pas pour rajouter finalement soit de la difficulté, soit de la dangerosité. Moi, je pense surtout aussi aujourd'hui, ce que j'ai l'impression de voir quand j'ai regardé et commenté tous les crosses, que ce soit au championnat d'Europe, que ce soit, c'était badminton aussi cette année, avec le temps qu'il y a eu. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que notre sport évolue énormément, qu'on est vraiment sur des chevaux qui, en dressage, ont de plus en plus de locomotion pour aller chercher les points aussi, sont de plus en plus dressés, des chevaux qui sautent de mieux en mieux, mais on va moins chercher les chevaux qui ont du sang, j'ai l'impression. Qu'on a les chevaux qui ont quand même moins de sang et qui, du coup, souvent sont beaucoup plus à la peine sur les dernières minutes de cross, et c'est là où on peut avoir aussi des accidents. Et je pense que tant qu'on est sur des formats courts, jusqu'au niveau 4 étoiles court, ça pose pas de problème, mais que dès qu'on rentre sur des 4 étoiles longs, sur des championnats, sur des 5 étoiles, c'est là où le sang du cheval est encore plus important et nous aide sur la fin des parcours. Et je pense qu'on commence à l'oublier un peu, et c'est peut-être là-dessus où aussi il faut faire attention. Quoi qu'il en soit, la sécurité dans le cross, ça va être l'enjeu majeur de la décennie à venir pour la discipline. Oui, c'est clair que effectivement, il faut travailler là-dessus. Après, il faut pas oublier non plus que malheureusement, ça reste un sport aussi, je dirais pas comme un autre, mais qu'on peut avoir des accidents à cheval en dehors du cross, qu'on en voit beaucoup, que des fois on met en lumière, nous on pointe du doigt toujours le concours complet, mais j'ai des tas d'accidents en tête. J'ai encore une cavalière qui marchait au pas en balade, son cheval a eu peur d'un truc, il est parti, elle est tombée à la renverse sur un caillou, des vertèbres pétées. Elle était au pas, elle finissait, on avait fini le cours, elle remontait de la carrière. Donc elle est passée pas loin de quelque chose de grave aussi, de très grave aussi. Et donc il y a beaucoup d'accidents finalement qui sont aussi en dehors du cross. Et donc c'est bien sûr qu'il faut aller sur la sécurité du cross, bien sûr que c'est l'enjeu majeur de notre discipline pour la faire survivre, et que il faut penser à tout ça. Si on veut continuer, il faut qu'on s'adapte à des modifications, il faut qu'on s'adapte à améliorer les circonstances. Et
les circonstances, la sécurité, pardon. Et je peux vous dire que tout le monde vraiment y travaille parce que je fais partie aussi des groupes de travail là-dessus. Comme je suis élue à la Fédé, forcément j'ai accès à tout ça et qu'il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de réunions qui sont faites sur la sécurité, sur comment améliorer, encore une fois, sur l'éducation des cavaliers, sur la sécurité des obstacles de cross, mais aussi sur la recherche et développement du matériel. Donc on y travaille pour justement préserver quand même cette fantastique discipline. Gwendolyn, alors on vous l'a dit en arrivant, vous nous avez posé la question, on est en décalage horaire opposé. Léa revient de plus 6h et moi de moins 6h, moi de plus 9h30. Et ça, du coup, plus sur l'une que sur l'autre. Du coup, je vais avoir une question qui intervient à peu près, je pense, 32 minutes après le moment où elle aurait dû être posée, mais c'est pas grave. On parlait tout à l'heure de ces hommes et femmes de chevaux qui se perdent, qu'on avait de plus en plus de mal à les former, à les trouver, à les créer tout simplement. Mais finalement, c'est quoi pour vous être un homme de cheval ou une femme de cheval ? Pour moi, une femme ou un homme de cheval, c'est effectivement créer du lien déjà aussi avec son cheval. Cette relation qu'on peut avoir avec cet animal, ça va être créer du lien avec justement en s'en occupant, en faisant les soins, en sachant que un cheval c'est pas un objet, que avant tout on aime l'animal, que avant tout on est là pour l'animal quand on fait du cheval, quand on fait de l'équitation. Alors bien sûr, moi la compétition est une chose prépondérante dans ma vie et que peut-être je dirais aujourd'hui que c'est ce qui me fait lever, c'est ce qui me donne envie de continuer, c'est ce qui me donne envie de monter à cheval, j'ose le dire. Mais malgré tout, mes chevaux, je les respecte, mes chevaux, je les aime. J'ai de la complicité avec tous les chevaux. Je pense qu'ils me voient comme une carotte géante aussi, tellement je donne des carottes et des bonbons tout le temps. Mais j'aime aussi passer du temps avec eux, ne serait-ce qu'aller les faire brouter en concours, ne serait-ce que aussi des moments de complicité qu'on est à cheval avec eux, c'est-à-dire quand on les récompense aussi parce qu'on est content d'un exercice, ça. Et puis, c'est ça, savoir regarder son cheval, savoir l'analyser, savoir s'il a mal quelque part, savoir l'écouter quand là il nous dit je suis moins en forme, ou c'est savoir le connaître en fait, connaître ses tendons par cœur. Moi c'est la première chose que j'apprends aussi à mes cavaliers, c'est d'observer son cheval, de voir s'il grossit, il maigrit, si ses tendons sont normaux, sont bien comme d'habitude. C'est aussi tout ça, de bien connaître son cheval, de bien faire ses soins. Pour moi, c'est vraiment ça aussi, être homme et femme de cheval, sans parler de l'entretien aussi de tout ce qu'on met sur notre cheval, c'est-à-dire aussi l'entretien du mors, l'entretien du filet, l'entretien du matériel en général. Pour moi, ça passe un peu par tout ça. On va arriver dans les toutes dernières questions. Par contre, moi, je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit juste avant. Vous avez dit que vous étiez donc dans le groupe de travail pour la sécurité à la Fédération, que vous étiez quand même impliqué dans ces sujets-là. Vous avez dit en 2020, et vous venez de nous le redire à notre micro, que vous aviez envie de défendre votre sport. Est-ce que, à l'instar d'un Steve Gerda ou d'un Kevin Stott dans le saut d'obstacle, vous avez l'envie d'être porte-parole de votre discipline, de la défendre justement, et puis de porter haut ces sujets au niveau d'instances fédérales et de porter la voix finalement de ces sujets-là pour le défendre. Oui, je pense que c'est un peu là-dessus qu'on vient souvent me chercher aussi. Mon gros problème, c'est mon niveau d'anglais. On en parlait avec un certain Xavier Boudon qui nous a dit qu'il avait un petit dossier sur vous. Ah oui, là, sacré dossier sur moi, mais c'est pas le seul malheureusement. C'est pas le seul parce que je crois qu'à un moment donné, les journalistes prenaient plaisir à m'interviewer en anglais et à se foutre de moi, littéralement. En tout cas, si c'était pas eux, c'était tous les gens me le sortent encore aujourd'hui, ça fait bien rigoler. Donc voilà, c'est effectivement mon niveau d'anglais m'empêche peut-être pas mal de choses aujourd'hui, notamment effectivement d'être plus présente au niveau de la FEI. Là, il y a encore 15 jours, j'étais au congrès de la FEI en visio. Là. Ça a été compliqué pour moi. En anglais comme ça, je dois avouer, et je passe à côté d'énormément de choses. Donc je pense que s'il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est quand même me pousser à apprendre l'anglais un peu mieux.
Bah voilà, c'est le programme de ces 4 prochaines années, du coup, avant de retrouver les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que comment dire, oui, je pense que souvent on vient me chercher pour ça, pour un peu porte-parole du concours complet. Et en tout cas, ça me tient à cœur de le défendre et de chercher des choses aussi pour l'améliorer et pour effectivement faire avancer notre discipline. Merci beaucoup Gwendolyn. Merci à vous. On est donc au Jumping International de Bordeaux ce soir et demain vous courrez le Cross Indoor. On vous souhaite un très beau résultat, mais surtout on vous souhaite plein de bonnes choses dans les années à venir, dans les mois à venir, que tous vos projets se réalisent et puis on va continuer de vous suivre de très très près. Merci beaucoup, merci à vous deux pour cette interview.